Michael Jérémiaz, aujourd'hui invité, 45e invité de Vivons nos rêves. Salut Michael, comment vas-tu? Charles, ça va et toi? Écoute, ça va pas mal. On est très heureux de te recevoir aujourd'hui dans le concept. Ça nous fait super plaisir. Déjà, première petite question pour toi. Qu'est-ce que tu penses déjà de cette idée de rassembler un peu les amateurs professionnels du tennis, tous ceux qui ont marqué l'histoire de notre sport? Qu'est-ce que tu penses un peu de cette initiative-là, toi? C'est une très bonne initiative. Pour le coup, il faut arrêter de cloisonner le sport d'élite, le sport de niveau, le sport amateur, le sport masculin, le sport féminin, le sport valide, le sport handi. Moi, tout ce qui permet à un moment voilà, de fraterniser un peu plus et un peu mieux me plaît sur le principe. Donc, non, je trouve ça super. Bon, Mickaël, je vais revenir un petit peu sur ton parcours. Mickaël Jérémiaz, ancien numéro 1 mondial en simple et en double, vainqueur dans les 4 tournois du Grand Chelem en double. C'est énorme. Franchement, c'est extraordinaire. Une fois en Australie, 2 fois à Roland, Wimbledon, 3 fois à l'US Open, médaillé d'or aux Jeux paralympiques de Pékin en 2008 avec notre ami Stéphane Oudek, que tu connais très bien. Médaille d'argent et bronze à Athènes en 2004. Médaille de bronze à Londres en 2012, porte-drapeau de la délégation française à Rio en 2016, chevalier de la Légion d'honneur en 2008. Moi, la question que j'ai envie de te poser, si tu avais deux, trois souvenirs là, qui te viennent à l'esprit, qu'est-ce qui te marque là? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur ta formidable carrière, toi, Mickaël? De manière chronologique, je dirais mon titre de champion de France en 2001. J'ai un accident le 7 février 2000. Je me mets au tennis en fin d'année 2000. Je découvre par hasard la Coupe du Monde par équipe qui avait lieu en France cette année-là, où les Pays-Bas affrontaient l'Australie en finale. Je vais les voir quelques mois après mon accident. Et à la fin de la finale, où il y avait les 4 meilleurs mondiaux qui étaient là, David Johnson, David Hall du côté australien, Robin Amerlan et Ricky Mollier du côté hollandais. Et à la fin, j'étais avec mon père et mes frères, je leur dis, vous savez, un jour, ces mecs-là, je les battrai. Et alors, plus en mode, j'ai une grande gueule et je crois que je suis un bonhomme, alors qu'en fait, j'avais jamais joué au tennis en fauteuil. Et quelques mois après, je me mets au tennis en fauteuil, je m'entraîne à fond. En novembre 2001, je deviens champion de France. Je bats Alassane Majdi, avec qui j'aurai une médaille d'argent en double à Athènes quelques années plus tard. Et donc, je deviens champion de France. Et c'est une émotion particulière parce que l'accident, il est peu de temps auparavant. Je me suis retrouvé avec toute ma famille, tous mes proches qui étaient là pour m'encourager. Et voilà, donc il y a une fierté, et puis on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a des perspectives grâce au sport de vie heureuse, de vie épanouie. Donc ça, je dirais que c'est le premier gros souvenir, première grosse émotion. Ensuite, c'est ma première médaille en tant qu'athlète paralympique, c'est Athènes, ma médaille de bronze en simple, où je bats l'Américain Steve Welch pour la place de 3, où là, je suis complètement fou, complètement hystérique, avec toujours la même bande qui est là pour m'encourager. Et donc, c'est un moment assez magique. Il y a 2005, dans la foulée, d'être numéro mondial, de finir l'année numéro mondial en simple. Ouais. En double, ça avait déjà été le cas, mais en simple, tu le sais, hein, c'est la plus grosse distinction pour un joueur de tennis, hein. Ce qui est le plus dur, c'est d'être numéro mondial en fin d'année. C'est pas de gagner un tournoi en chelem. Un tournoi en chelem, c'est un tournoi. Numéro mondial, c'est Oui, le fruit de tous les forcément, résultats de l'année. bien sûr. Donc, fallait que je gagne l'US Open de l'époque, parce qu'à l'époque, on n'était pas encore à New York. Donc, c'était l'US Open avant qu'on entre dans l'ère des grands chelems, parce Ouais. que moi, je suis un vieux. Je suis Oh, plus jeune que Stéphane, j'ai commencé avant lui. Et donc, pour le coup, il fallait que je gagne ce tournoi. Et c'est là où je battais, notamment en quart de finale, le numéro mondial de l'époque, David Hall. ouais. Et la prophétie se réalisait parce que les fameux 4 gars que j'avais annoncé 5 ans plus tôt que je battrais un jour, et le dernier qui manquait, c'était David Hall, qui était le numéro mondial. Et je bats en quart de finale du US Open et je gagne le tournoi et je deviens numéro mondial. Donc ça a été un moment magique. Évidemment, la médaille d'or avec Stéphane, puisque c'est le Ouais. Graal, une médaille d'or, quelle qu'elle soit, simple ou double, ça reste une médaille. Et donc la médaille d'or à Pékin avec Stéphane, c'est un moment magique parce que c'est la première médaille d'or de l'histoire du tennis français, quel qu'il soit. On est de personnalités très différentes et en même temps, on a toujours eu énormément de plaisir à débattre tous les deux, à jamais lâcher l'affaire, à argumenter, à digresser avec nos 10 ans d'écart et avec nos personnalités différentes. Et c'est ce qui a été assez magique dans notre duo, c'est qu'on a réussi à faire de nous la meilleure équipe au monde. On a été invaincus pendant très longtemps, on battait tout le monde. Et voilà, et puis ce retour en avion où en fait on avait passé la nuit à faire la fête et puis on est dans l'avion après au retour et on n'est pas côte à côte, on est en biais légèrement. Je suis un peu derrière lui, lui il est au milieu, moi je suis côté gauche et
Et en fait, on se regardait tout le temps, juste avec un petit sourire, genre, on l'a fait. Mais tu vois, une espèce de complicité forte, voilà. Donc ça, ce sera voilà, un des plus grands souvenirs de ma carrière en termes d'émotions sportives, avec tous nos proches qui étaient là pour faire la fête avec nous. Et puis après, bah, ce sera le fait d'être porte-drapeau, voilà, qui sonnera la fin de ma carrière, être porte-drapeau à Rio avec une exposition médiatique hors du commun. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on avait autant de directs, 100 heures de direct. Et donc, moi, je m'en suis servi comme une tribune politique pour justement, bien au-delà de la question de la considération des sportifs de haut niveau en situation de handicap, plus globalement, la place des personnes handicapées dans la société, ça a été moi mon combat pendant les 2 mois où j'ai été exposé particulièrement dans les médias pour défendre ça. Et voilà moi, mes grands rendez-vous sportifs. On va y revenir tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai eu l'impression, ce sentiment-là à Tokyo, qu'on a eu une médiatisation qui était vraiment très très forte au niveau des Jeux paralympiques, avec vraiment une couverture médiatique qui a été exceptionnelle. Il y a cet événement majeur dans ta vie avec ce début de reconstruction. Nous, on est dans Vivons nos rêves. Moi, la question que j'ai envie de te poser, parce qu'effectivement, tu as été 5-6, toi, je crois, en joueur de tennis. Est-ce que finalement, cet accident ne t'a pas permis indirectement de réaliser une grosse partie de tes rêves que tu n'aurais pas pu, de tes rêves sportifs que tu n'aurais pas pu atteindre en restant valide? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet événement marquant qui a forcément changé totalement ta vision des choses et ta vie? Moi, j'ai jamais rêvé d'être champion de tennis. Moi, j'étais dans le meilleur français jusqu'à l'âge de 10, 11 ans. Donc, je savais déjà au début de l'adolescence que je serais jamais professionnel. Que dans le meilleur des cas, je serais peut-être négatif, ce qui est très bien, mais j'aurais jamais vécu, gagner ma vie grâce à mon sport et avoir ça à plein temps. Moi, quand j'ai mon accident, c'est un accident de ski à l'âge de 18 ans. Bon, il n'y a pas d'âge, mais bon, bah, votre vie s'écroule, vous êtes en pleine construction. Moi, j'étais à la fac, donc c'est une période aussi qui sont censées être des années très heureuses, des années festives, avec les filles, avec la construction d'un projet de vie. Donc oui, du jour au lendemain, tu te retrouves sacrément emmerdé parce que c'est dur physiquement, psychologiquement, c'est éprouvant et ton monde s'écoule et surtout tu vois, et c'est peut-être ça le plus dur, tu vois celui de ton entourage s'écrouler. Ouais. Tu vois tes parents, tu vois tes frères, tu vois tes amis, mais notamment tes parents ne pas réussir à gérer ça parce qu'en fait, personne n'est préparé à ça et qu'il n'y a rien de plus violent que ce qui peut arriver à tes enfants. J'ai un petit bonhomme maintenant, le moindre truc qui lui arrive, ça, tu vois, c'est un crève-cœur. Donc, un accident aussi grave que celui-là, pour des parents, c'est extrêmement dur, extrêmement violent. Et donc, voilà. Et donc, c'est un long processus de reconstruction. Et oui, si je fais le bilan aujourd'hui, 21 ans plus tard, ça fait déjà 21 ans que je suis en fauteuil roulant, j'ai eu une vie extraordinaire, grâce notamment au sport et au sport de très haut niveau, que je n'aurais pas connu valide. Mais je ne suis pas un grand adepte de ces comparaisons. La vie que j'ai aujourd'hui, elle est très heureuse, mais personne ne saura quelle vie j'aurais eu si j'avais été valide. Alors, je n'aurais pas été champion de tennis, mais j'aurais sûrement eu, parce que je suis quelqu'un qui était heureux à l'époque, qui était quelqu'un de dynamique, de bosseur, je n'ai pas de doute sur le fait que j'aurais sûrement eu une vie très heureuse. Donc, je ne fais pas de comparaison, parce que de toute façon, on ne le saura jamais. Ce qui est certain, c'est que oui, je n'aurais jamais été champion de tennis, je n'aurais jamais été médaillé au jeu, je n'aurais jamais été porte-drapeau, j'aurais sûrement pas eu toutes les portes qui me sont ouvertes aujourd'hui. Et, et le pouvoir que j'ai aujourd'hui, en tout cas quand j'ai le pouvoir, alors très humblement, mais la capacité à mobiliser un certain nombre d'acteurs de la société pour pouvoir défendre des idées, des convictions profondes. Donc oui, après les gens voient le résultat de la vie telle qu'elle est aujourd'hui. Mais il faut aussi se rappeler que quand tu as un accident comme ça, c'est des larmes tous les soirs quand tu t'endors, c'est des angoisses, c'est de la colère, c'est du déni, c'est de la peur, c'est tout ce que tu veux pour toi, ouais, c'est 9 mois en centre d'éducation, en internat, coupé du monde. C'est un retour à la vie civile compliquée, le regard de la société, puis retour à la fac, retour en rééducation en hôpital de jour. Tout ça est très long avec faire du sport, retourner en soirée, en boîte de nuit quand tu as 19 ans. Quoi, tu vois, tout ça est quelque chose qui a été quand même très compliqué et très violent. Maintenant, ça a été un travail collectif. On ne se reconstruit pas seul. Moi, j'ai réussi à me reconstruire parce que j'étais très bien entouré. Mais ouais, je pense qu'il m'a fallu raisonnablement, je dirais, 4 ans entre le jour de l'accident et les Jeux d'Athènes, qui ont été pour moi le moment où tu vois, j'avais commencé une psychothérapie en 2002, donc 2 ans après mon accident.
pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, je suis allé voir mon psy juste avant les Jeux. Et j'ai dit, écoutez, je voudrais voler de mes propres ailes. Et donc, je dirais que depuis ce jour-là, le fait d'être handicapé n'a plus jamais été pour moi source de malheur, c'est-à-dire de malheur ou de souffrance. Comme tout le monde, comme toi, il peut m'arriver des problèmes perso, problèmes professionnels, des contraintes, des, euh, des, des soucis, voilà, de la vie courante, mais pas parce que j'ai le cul dans un fauteuil. Ouais. C'est pas quelque chose qui, en tout cas, est venu mettre en péril cet équilibre de vie que j'ai, qui me rend heureux et qui rend heureux, j'espère, mon entourage. Tu, Donc c'est quand même 4 ans, tu vois. tu parlais de cette phase de reconstruction essentielle hein, après l'accident. Du coup, tu es fondateur avec ta femme et ton frère de l'association Comme les autres. Ouais. Voilà, pour accompagner justement les gens en phase de reconstruction. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette association voilà, que vous avez mis Bien sûr. en place ensemble? En fait, nos 10 ans cette année, donc c'est une association qui grandit. Tu vois, Ouais. on a commencé à 10 ans sur les deniers personnels de mon grand frère, de leur premier séjour. On a accompagné, grâce au sport et au sport à sensation forte, les personnes handicapées dans leur parcours de construction. Donc, on servait justement du sport et du sport à sensation forte pour influer une dynamique, une sorte de piqûre d'adrénaline sur des populations qui sont souvent un peu en dedans, en période de profonde déprime et de remise en question, et pour ensuite proposer un accompagnement social, donc avec nos travailleurs sociaux, pour retrouver un accès à la santé, au logement, à l'emploi, à la culture, au sport, à la sexualité, et tout simplement retrouver une vie sociale épanouie. Et donc aujourd'hui, 10 ans plus tard, on a cinquantaine en France, on va développer la sixième, on a plus de 20 salariés sur la structure, et on va doubler là dans 2 années qui viennent. On a accompagné plus de 800 personnes handicapées. Quand on dit accompagner, c'est qu'il y a eu un suivi avec nos travailleurs sociaux pour justement Ouais. retrouver une vie sociale épanouie. Donc non, moi, c'est la structure dont je suis le plus fier, évidemment, aujourd'hui. Et elle est née, en fait, de notre volonté commune à tous les trois de rendre aux autres. Mon grand frère, ma femme et moi, individuellement, dans nos parcours de vie respectifs. Voilà, c'est notre ADN. Ma femme est kiné. Elle était kiné pour l'équipe d'Angleterre de tennis en fauteuil. Donc, évidemment, très sensible à la question du handicap et des blessés médulaires. Mon grand frère, donc, était là le jour de mon accident. Il était l'arbitre du saut que j'ai fait avec Stan, son pote, et notre pote. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est venu un peu naturellement, c'est de se dire, nous, on a réussi à rebondir familialement. On est un exemple de rebond réussi avec toutes les étapes communes dont je te parlais tout à l'heure, la souffrance, la peur, la colère, le déni, tout ça. Mais on a des outils qui permettent a priori de réussir à se reconstruire. On ne peut pas garantir que 100% des gens qui vont venir dans l'association vont devenir les rois du pétrole et les gens les plus heureux du monde, mais on pense qu'on est en capacité, quoi, c'est pas qu'on pense, on a des études d'impact qui prouvent qu'on est en capacité de leur permettre de gagner du temps et de retrouver cette vie heureuse à laquelle on aspire tous. Donc ouais, c'est une structure qui est au tout début, 10 ans c'est peu à l'échelle d'une association. On a de grosses ambitions en termes de développement et pour toucher le public le plus large possible. Toi, tu prépares un film aussi, hein, de l'ombre à la lumière. Quand est-ce qu'il Ouais. sort ce film-là, de l'ombre à la lumière, sur les liens qui unissent le sport et la reconnaissance des personnes handicapées à travers le monde? Est-ce que tu as une petite date de sortie à nous donner? Est-ce que ça avance bien? Comment ça se profile là? Alors, la date n'est pas figée. On a un objectif de diffuser au printemps 2022. On est en plein tournage. Ouais. Donc, il y a un peu moins de 2 ans, avec Philippe Fontana, un ami à moi, réalisateur, on a créé notre société de production, Les Gros Films, en se disant qu'on voilà, on voulait plus passer notre temps à attendre que les producteurs, les réalisateurs, les diffuseurs, les annonceurs décident des contenus qui, pour un certain nombre, nous satisfaisent, mais pour un certain nombre, pas du tout. Et Mmh. donc, on s'est dit qu'on allait nous-mêmes produire des contenus sur des contenus à impact, que ce soit du film corporate, du doc, de la série, de la fiction, du cinéma ou de la télé. Et donc, on s'est lancé dans notre premier 90 minutes, donc, qui sera diffusé sur Canal+, Ouais. d'abord en journée, puis ensuite en clair. Et je le précise, voilà, donc ce sera accessible à tout le monde. Et donc un documentaire dans le bas de la lumière qui raconte comment le sport a changé la vie des personnes handicapées dans le monde depuis 150 ans. Mmh. Depuis l'époque où on était des bêtes de foire, à l'époque des barnums, où on venait voir des gens complètement abîmés, complètement tordus, et de raconter comment au fil du temps, donc c'est un film qui est évidemment historique, qui est politique, qui est sociologique, mais pas chiant. Parce que quand je raconte ça, il me dit, bon, ok, super, il va encore nous raconter des histoires. Oui, mais en fait c'est un road trip à travers le monde. On va rencontrer les hommes et les femmes qui ont fait l'histoire, et une histoire que le grand public ne connaît pas, mais pas uniquement le grand public généraliste, mais aussi les personnes handicapées elles-mêmes. Moi, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas.
Ah ouais. dans l'histoire de la construction du droit des personnes handicapées à travers le sport et comment le sport nous a permis d'ouvrir des portes qui nous étaient fermées. Et ça a été un grand outil qui nous a permis progressivement d'être de plus en plus des citoyens à part entière. Donc, c'est passionnant comme boulot. Je suis plus devant la caméra, je suis derrière la caméra, de la production, de créer un film, de créer des équipes, de le financer, de le diffuser, de le médiatiser. Donc, non, c'est assez passionnant. Et puis, on rencontre des gens formidables. On revient d'un tournage à Lausanne avec des historiens, des sociologues, c'était incroyable. On a rencontré des athlètes qui ne sont pas d'ailleurs que des athlètes paralympiques. On a rencontré une des dernières survivantes qui a participé aux Jeux de Rome en 1960, Ouais. Suzanne Macham, qui avait rencontré le professeur Gutmann, qui a changé, qui est un peu le père fondateur des Jeux paralympiques et qui a changé la vie des blessés médulaires en 1948, post-guerre. Donc, c'est des rencontres extrêmement fortes. Et là, il nous reste une trentaine de jours de tournage. On va partir en Italie, en Allemagne, au Portugal, aux États-Unis, au Canada, en Côte d'Ivoire. Donc, voilà, on devrait finir le tournage d'ici la fin de l'année. Et ensuite, il y a tout la post-prod et le montage. Et puis, on vous tiendra au courant. Mais voilà, on espère que ça va vous plaire. Mais on est optimiste. Voilà. Et puis on fera un petit abonnement à Canal. Pardon. Et puis, et puis, quoi et puis tous sur Canal pour voir le doc. On est pressé là. Exactement. Sur Canal, puis Canal en clair, C8 peut-être. En tout cas, vous entendrez parler. Évidemment, on va faire une grosse campagne de communication autour. Et puis, ce sera l'occasion de remercier tous les contributeurs, parce qu'on a fait une grande campagne de crowdfunding sur Ulule qui avait cartonné, et parce qu'on a eu un soutien fou. On avait levé 150 000 euros pour une campagne de crowdfunding sur un sujet qui traite de sport et handicap. C'était un peu inespéré et on en est ultra fiers. Donc, on va pouvoir aussi de cette manière-là partager avec tous ces gens-là cette belle aventure. En tout cas, super projet, hein. On est vraiment impatients de voir le film. Je te dis, on a reçu Stéphane il y a quelques semaines, qui a participé à Vivons nos rêves. Sa vidéo a cartonné, on a fait plus de 45 000 vues. Donc, tu vois, tu parlais du handicap, médiatisation. Effectivement, les gens sont de plus en plus réceptifs. J'ai l'impression sur les athlètes paralympiques, sur le handicap. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, quand il y a eu cette victoire-là aux Jeux paralympiques à Tokyo avec cette finale d'anthologie là, avec Nico, Stéphane qui sont menés 3-0, 4-0 dans le troisième set. C'est un peu un scénario où on a deux doigts d'éteindre la télé, un peu frustré, où on se dit allez, c'est bon, on regarde pas la fin. Puis au final, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un tournant et puis tout le monde saute de joie à la fin. C'est héroïque. C'est un match de fou. C'est un grand classique de la dramaturgie qu'on peut voir dans le sport de niveau. Tu as les Français qui gagnent le premier set, c'est déjà une surprise. Il faut savoir que Gordon Reid et Alfie Hewitt, ça fait 1 an et demi qu'ils écrasent la concurrence et qui battent quasiment tout le temps Stéphane et Nicolas. Et d'ailleurs, à Roland, il y avait eu un score, je crois que c'était 6-1, 6-1, je crois, sur la finale à Roland. Ça a été une boucherie. Enfin, voilà, donc ils n'étaient pas du tout favoris. Et donc, sur le papier, tu as les bookmakers, s'ils avaient parié, les favoris sont les Britanniques. Et sauf qu'on arrive au moment de la finale. Une finale des Jeux, c'est pas n'importe quel tournoi. Ça arrive tous les 4 ans. Il faut savoir que Gordon et Alfie, 4 ans plus tôt, avaient déjà perdu contre Stéphane et Nico, qui à cette époque-là étaient beaucoup plus compétitifs qu'aujourd'hui. Donc, c'était une défaite qui n'était pas illogique non plus, mais donc c'était déjà compliqué. Alfie avait fait 2 médailles d'argent en simple et en double. Il y a eu cette polémique autour d'Alfie qui a été officiellement déclassifié, estimant que son handicap n'était plus suffisant pour avoir le droit de jouer en fauteuil. Alors, ce qui pour moi est très, très, très discutable au regard du fait qu'il a été handicapé pendant très longtemps et quand bien même aujourd'hui il aurait récupéré et peut marcher comme toi, il n'empêche qu'il ne pourra jamais faire du tennis et du tennis de compétition debout, et que quand tu as un gamin qui s'est construit pendant toute sa vie en fauteuil roulant et avec ce que ça implique, amicalement parlant à l'école avec son lot de souffrances, en tout cas à titre personnel, pour moi il a tout à fait sa place. Il n'y a pas plus d'écart entre Alfie Hewitt et Nicolas Pfeiffer qu'entre Nicolas Pfeiffer et moi en termes de handicap. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au moment, Stéphane et Nicolas l'ont prouvé lors de cette finale-là. Le tennis en fauteuil n'est pas qu'un problème de handicap et de pathologie. Donc, bref, je ferme la parenthèse. Mais pour lui, c'était aussi potentiellement le dernier match de sa carrière, d'Alfie Hewitt. Alors, je sais qu'il a fait appel à cette décision, on saura plus d'ici la fin de l'année, mais donc psychologiquement, quelque chose de très compliqué pour lui, une pression supplémentaire, et puis c'était toujours plus compliqué d'être le favori. C'est un rang à tenir. Et donc, première surprise, les Français gagnent le premier set, mais ensuite, là, les Anglais jouent leur jeu et les Français se désunissent. Grosse embrouille, grosse tension entre Nicolas et Stéphane. Ils perdent 0 le deuxième set, ils sont 3-0, 3. Mais moi, je regarde le match et je me dis… Tu y crois toujours, toi, ou pas, à 3-0?
c'est pas là où je mettrais ma maison en jeu, mais je sais qu'en double, c'est pas fini. En double, c'est vraiment pas fini. Ça peut aller à une vitesse folle. Ouais. Le double, autant en simple, un truc comme ça, j'y crois beaucoup moins. Mais en double, je le sais d'expérience. J'ai joué avec eux, contre eux, avec les 4 qui étaient sur le terrain, donc je sais ce qui peut se passer dans leur tête et pendant une finale. Et les 2 jeux de 3-0, Alfie fait un festival de fautes directes. Et déjà, on sait que là, le match peut basculer. Donc, à partir du moment où il y a 3, puis 3-2, même si les Anglais, les Britanniques remontent à 4-2, on sait qu'à ce moment-là, ça y est. En tout cas, le doute est installé et que ça va jouer au mental. Et au mental, ce n'est pas les Français qui sont meilleurs que les Anglais. Stéphane, c'est sa plus grande force. Stéphane, moi j'ai joué avec lui, j'ai joué contre lui. Mentalement, est très très fort. Pour moi, il a encore aujourd'hui, s'il arrive encore à battre des top 10, alors que c'est pas forcément lui le plus fort sur le terrain, techniquement et physiquement surtout maintenant, c'est parce qu'il a encore cette domination et cette intelligence de jeu. Il faut lui reconnaître ça. Il a une vraie intelligence de jeu bien au-dessus de la plupart des joueurs. Et donc à ce moment-là, il sait exactement ce qu'il va devoir faire. Et il tient Nicolas comme ça. Et Nicolas, se faisant bien driver à ce moment-là, arrive justement à être beaucoup plus solide à ce moment-là. Et donc voilà, 5-4, 15-0 pour les Anglais, pour les Britanniques. Gordon Reid qui loupe son match à 1 mètre derrière le filet et au lieu de faire 0-30 et d'être à 2 points du match, bah, ça fait 15-1. Et puis suite à ça, 3 fautes directes d'Alfie. Et là, le match est terminé parce que psychologiquement, tu sais que tu avais le match dans la raquette. Donc oui, ça a été le Scénario braquage. Le Ouais. braquage. Et c'est génial parce qu'on on avait besoin de médailles d'or pour remonter au classement des médailles, parce que c'est une super promotion pour le tennis en fauteuil, que la France depuis 2004 est toujours sur le podium aux Jeux. On a eu le bronze et l'argent en 2004, on a eu l'or en 2008, on a eu le bronze et l'argent en 2012, 2 argent et le bronze même, parce que Stéphane a eu l'argent en simple. En 2016, ils ont eu l'or avec Nicolas. Là, ils font pour la première fois de l'histoire le doublé. Ils défendent leur titre. Donc voilà, c'est génial. Et puis Stéphane, comme porte-drapeau, c'est toujours mieux voilà, d'avoir en plus ce supplément de visibilité et de crédibilité. Donc non, c'était génial. Et voilà, moi, je suis super content pour eux. Et parce que je sais aussi ce que c'est, ils le savaient déjà, mais avoir une médaille d'or au jeu, c'est quelque chose d'extraordinaire, même quand tu l'as déjà eu. Donc ouais. Et puis médaille d'or au jeu avec la pression du porte-drapeau, c'est sûr, effectivement, on t'attend, t'es attendu, quoi. Toi, tu le sais, hein, Ouais, alors, t'as attendu. enfin, ouais, oui et non. Oui et non. Je vais te dire, moi, quand j'ai fait les Jeux de Rio, c'est mes derniers Jeux, je suis en fin de parcours parce qu'il y avait des blessures, parce que tu es moins performant, parce qu'il y a la concurrence qui arrive. Moi, le choix que j'ai fait, et au détriment peut-être d'ailleurs un tout petit peu de mes personnes, même si en simple, j'avais objectivement plus de chance d'avoir la médaille, mais en double avec Frédéric, on aurait pu quand même aller peut-être taquiner le bronze. C'était le choix de quelque chose qui était plus grand que moi et plus important que moi et que ma carrière personnelle. Avoir 4 ou 5 médailles, ça ne changeait pas ma vie. Par contre, m'engager à fond derrière ce rôle de porte-drapeau et de ce qu'on pouvait attendre de moi, qui moi, je suis un militant politique assez engagé sur ces questions de diversité, de défense des droits des minorités. Voilà, c'est le choix que j'ai fait. Stéphane et Sandrine Martinet, pour moi, n'avaient pas de pression particulière. Ils savent c'est des grands garçons, des grandes filles. Ils connaissent leur capacité et la chance qu'ils ont eue, qui n'est pas une chance, mais le fait que ce soit à huis clos et qu'il y ait un tel décalage horaire aussi, fait qu'il y a eu pas peut-être d'ailleurs, un peu moins de sollicitations et donc ils ont pu quand même plus facilement se concentrer sur l'objectif sportif et c'est aussi pour ça qu'ils ont eu 2 très belles médailles. Tu parlais de sportifs engagés, tu es engagé. On va parler de Paris 2024 un petit peu parce que les JO et les Jeux paralympiques approchent à grands pas. Tu fais partie, toi, de la commission des athlètes, une instance de 18 athlètes qui travaillent à la mise en place des Jeux de Paris. Quel est ton rôle précis, toi, dans cette commission et quelles sont tes missions là, actuellement au sein de cette commission-là? En fait, cette commission, elle a été créée dès qu'on a eu les Jeux. Donc, c'est une commission où il y a des hommes et des femmes, des athlètes olympiques et paralympiques en activité et retraités. Et nous, en fait, l'idée, c'est qu'on challenge le COJO, donc le comité d'organisation des Jeux. On le challenge et on répond aussi à toutes leurs questions et leurs présentations sur tout ce qui concerne le parcours athlète. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour s'occuper de tous les sujets, mais tout ce qui concerne le parcours athlète. Donc, de tout ce qui va se passer au village, sur les sites de compétition, le transport, les enjeux de sécurité des athlètes, l'arrivée dans les aéroports et les gares,
les phases d'entraînement, les tournois qualificatifs, voilà, tout ce qui concerne vraiment le parcours athlète. Donc, on est une force de proposition et de discussion. Et voilà, et donc toutes les branches, tous les directeurs de branches viennent nous voir, nous consulter. Et donc, on a des réunions tous les quelques mois, Ouais. et puis avec un suivi d'année. Donc, ça, c'est ma mission. Donc, c'est une mission bénévole qu'on a avec les 18 athlètes, qui est présidée par Martin Fourcade. Ouais. Et c'est assez passionnant parce que là, tu es à la construction de ce que découvriront les athlètes dans quelques années. Et moi, je l'ai toujours vu de l'autre côté, en tant que bénéficiaire. Là, on y travaille, donc c'est assez passionnant. Et puis, il y a une super ambiance, voilà, une super bande. Et puis ensuite, moi, à titre personnel, je fais du conseil. Je fais le conseil d'entreprise pour des collectivités sur la politique handicap des entreprises, que ce soit sur l'approche en termes de ressources humaines, mais aussi sur la communication interne et externe des différentes structures. Et je fais la même chose un peu avec Paris 2024, alors pas sur les ressources humaines, mais il y a un moment d'être sollicité pour une mission de conseil sur tout ce qui va concerner des sujets dans lesquels je peux avoir une expertise, mais avec un axe prioritaire sur les Paralympiques, puisque moi, c'est quand même, pour moi, le plus gros enjeu de ces Jeux de 2024, c'est de ce qu'on va en faire de ces Jeux paralympiques en termes de médiatisation, en termes de fréquentation dans les stades, et puis en termes d'héritage, de comment ça va changer la condition et la place des personnes handicapées dans la société française. Ok. Tu as vu le monde, tu y étais là, pour le retour des athlètes paralympiques à Paris là, quand ils sont revenus, il y avait une organisation qui avait été faite justement pour… tu étais aussi, non? Tu étais présent? J'ai animé le retour des athlètes paralympiques au Trocadéro pour le Tu as vu le comité monde? paralympique. Et moi, j'ai vu le monde et puis voilà, Ouais. je vais pouvoir tous les interviewer et voilà, ce jour-là. Et puis, il s'avère aussi que moi, je travaillais avec une de mes structures, avec Andiamo, dont je te parlais, qui animait pour le Crédit Coopératif, qui est partenaire donc, des Jeux via le groupe PPCE, qui animait justement un grand espace sur le Trocadéro. Il y avait aussi EDF, il y avait Toyota. Et voilà, et l'idée, c'était aussi de proposer au grand public un certain nombre d'animations, de découvertes des parasports, des athlètes et de sensibiliser à la question du handicap et de la différence. Donc, ouais, j'y ai passé 3 jours et c'était un très beau rendez-vous. Mais c'est que le début et il va falloir mobiliser beaucoup plus largement le public derrière ces athlètes et derrière cet événement. On va essayer de contribuer avec le peu de petits moyens qu'on a. Mais déjà, si on fait 20 000, 30 000 vues, voilà, ça peut être bien sur, voilà, Très bien. si on donne de la visibilité. On va passer au défi. Mickaël, tu sais que dans Vivons nos rêves, il y a des défis à la fin de chaque… Là, je ne suis pas préparé à ça. Ah, tu t'es pas préparé à ça? Tu t'es pas préparé. Ton défi, tu vas voir. Donc, le défi, par Alors, exemple, on a été joué samedi dernier avec Fabrice Santo. On était au Lagardère, on a été joué avec lui. On a Yannick Noah qui est venu pour taper la balle avec les enfants sur nos terrains. On est un petit club, une petite commune de 2000 habitants, 5 allées BC. Donc, voilà, on est dans la Sarthe, puisque tu me parlais de Frédéric Cataneo, voilà, un Sartois également. On a reçu Cyril Hanouna qui est venu taper des balles avec les jeunes, qui a fait un défi contre nous. Enfin, on a énormément de défis qui sont en cours. Alizé Lim qui est venu également. Le défi que je vais te lancer. Bon, je t'aurais bien lancé le défi de sortir de ta retraite là pour Paris 2024 et puis d'aller reprendre la raquette et d'aller. Mais celui-là, il est compliqué quand même. j'ai joué 3 fois en 5 ans au tennis. Je ne saurais même pas dire mon fauteuil de tennis. Je n'ai plus jamais joué Ouais. au tennis parce que déjà, j'avais besoin de couper parce qu'avec mes pathologies d'épaule, compliqué de s'y remettre. Et puis récemment, opération de la hanche. Donc, la seule personne avec qui je joue au tennis aujourd'hui, c'est mon fils qui a 5 ans. Parce que ça ne me demande pas d'effort particulier pour l'instant, parce qu'il En se balle débrouille rouge. pas mal. Balle rouge. Balle rouge, et on va passer bientôt en balle dure parce qu'il se débrouille bien. Mais non, autant le sport, je continue, et puis toujours dur au mal, même des challenges très, très physiques, mais le tennis, complètement coupé du jeu de tennis. Bon, alors le Donc, je défi. ne sais pas si tu avais prévu de me faire jouer et compagnie, peut-être trouver un autre challenge, mais vas-y, je t'écoute. Tu m'as dit que tu avais joué 3-4 fois, je t'aurais proposé de jouer une 5e, mais non, j'ai un autre défi pour toi. Je pense que tu connais Tony Estanguet. Voilà. Oui, je connais. J'imagine. L'objectif, moi, ton défi, c'est que ça serait que tu contactes Tony Estanguet pour qu'il participe au projet Vivons nos rêves, pour qu'il participe à l'approche de Paris 2024, au concept qu'on met en place. On est passionné de sport, passionné de tennis, mais de sport en général. Donc ça, c'est le premier défi. Et le défi à l'intérieur du défi, si éventuellement, voilà, il y avait une organisation, je ne sais pas, à l'approche des Jeux avec une ville-étape ou avec les athlètes qui viennent dans des clubs, si on pouvait éventuellement t'accueillir ou accueillir un athlète paralympique dans notre club
pour mettre en place voilà, une étape chez nous. Est-ce que toi, ça te dit? Est-ce que tu penses que ça peut être réalisable? C'est ça la question, parce qu'on est, bah, tu vois, hein, on est investi. On suit l'équipe de France et on est prêt pour Paris et on veut essayer de jouer un rôle également dans cet événement qui va nous. On est à quoi? 1h30 de route de Paris, donc 45 minutes en train. Donc, est-ce que tu penses que ça peut être réalisable? Ça peut être réalisable. Le meilleur moyen, c'est de s'assurer que votre commune ou votre département, mais j'en suis quasiment certain, soit labellisé terre de jeu. Oui. Donc ça, il faut t'en assurer, mais je pense que c'est le cas parce que la plupart des départements et régions de France ont été labellisés. Et là, pour le coup, c'est d'organiser un événement chez vous. Mais ça sans aucun problème. Alors, te dire quand, là, personne ne le sait. Parce qu'on a tous énormément de choses à faire dans la construction notamment des jeux. Et puis, tu vois, Complètement. je t'ai décrit tout ce que je fais aujourd'hui, sachant qu'en plus, j'habite à Londres. Donc tu imagines bien l'emploi du temps. Mais bien sûr, tu vois, là, je reviens du département du Doubs, qui est labellisé terre de jeu. On a fait un gros événement à la Saline Royale, qui est au patrimoine mondial UNESCO, qui est un endroit extraordinaire. Où on a fait pendant 2 jours découverte du handisport et du sport adapté, avec des conférences, avec des initiations, en terminant par un trail accessible à tous. Je l'ai fait il y a 3 semaines, j'étais en Moselle. Là, je travaille avec le département de la Moselle, où on a fait des initiations auprès du grand public pendant le Moselle Open. Donc, évidemment, ce sont des choses qui sont très faisables. Après, il faut créer un projet. Il faut créer un projet et puis ensuite trouver. J'ai à faire venir, par exemple, Frédéric Cataneo, qui est sartois, et puis éventuellement que nous, avec Paris 24, on essaie de vous accompagner là-dessus sans aucun problème. Il faut juste écrire le projet. Mais oui, le monde est trop petit pour qu'on se dise qu'on ne peut pas aller dans la Sarthe faire quelque chose comme ça. Tu vois. Bon, écoute, je ne te cache pas que Stéphane doit venir également parce que son défi était il a accepté hein, bien sûr de venir participer à une animation. Alors pourquoi pas organiser un petit projet avec Stéphane, Fred, et puis faire un petit match exhibition, présentation du modèle. Regarde, Tu vois, ça peut être. Stéphane et Fred qui viennent, qui jouent, qui initient les gamins, et moi, si tu veux, en speaker et qui met l'ambiance. Et voilà, on peut faire ça comme ça, si tu veux. Écoute, défi validé, c'est OK pour toi? Ah bah écoute, oui. Donc, En plus, va- vu que tu enregistres, je suis obligé de le tenir. 20 000 vues, contact de Tony, et puis on essaie de mettre en place ce petit projet-là. Moi, j'essaie de te donner la date et de trouver une date avec les gars, avec Fred et puis Steph, et puis on essaie d'organiser tout ça. Ça roulotte? Tu me fais juste une petite note Ouais, du podcast Vivons nos rêves, juste, et moi, je le transmets à Tony. ouais. Je lui passe un petit coup de téléphone en plus du petit WhatsApp qui va bien. Ça marche. Bah, écoute, en tout cas, c'est super, c'est très gentil à toi. Avant de terminer la nomination, voilà, dans Vivons nos rêves, pour continuer la chaîne des invités, il faut nommer une ou deux personnalités en lien avec le tennis, bien sûr, pour prendre le relais de ton interview. Qui est-ce que tu choisis? Voilà, ça peut être un sportif, un amateur de tennis, un passionné. Voilà, qui est-ce que tu choisis pour prendre le relais de ton interview, toi, Michael? Eh ben, moi, je choisis Florence Alix Gravelier, ancienne numéro 2 mondiale de tennis en fauteuil, vice-présidente de la Fédération française de tennis et tout nouvellement vice-présidente du Tennis Europe, qui a un parcours sportif professionnel extraordinaire, qui va pouvoir en plus vous donner plein tu vois, tu peux aller la chercher sur tu vois, le tennis, tous les tennis, les développements de toutes les pratiques. Il s'avère que c'est une de mes plus proches amies et qui habite à 500 mètres de chez moi, puisqu'elle vient de s'installer il y a quelques mois à Londres, elle aussi. Donc voilà, c'est une très bonne candidate. On va passer un super moment avec elle. Eh ben, super, merci beaucoup. Un petit mot avant de finir pour les licenciés de la ligne Bretigny qui vont te regarder. On espère qu'on va faire monter un maximum le compteur là, de vues sur cette interview qui sera diffusée dans un mois, à peu près, sûrement, après montage. C'est quoi le record à battre de vues, tu m'as dit? 20 000. C'est 20 000 non, en tout, c'est 20 000 le nombre de vues maximum que tu as eu sur un podcast? Tu as dit 45 000 tout à l'heure. Alors le podcast de Steph, on était parti sur le défi à 45 000. On était parti à 20 000 pardon, sur le défi. On a fait 45 000, donc tu vois, ça a super bien cartonné. Le record, c'est Hanouna qui est à 345 000. Voilà, il a du réseau derrière. Il a partagé avec tous ses fanzouz et tout ça, enfin, comme il les appelle. Donc voilà, donc le défi à 20 000 vues, on essaie de mettre en place le défi. Et puis voilà, est-ce que tu as un petit mot à faire passer à tous ceux qui vont te regarder aujourd'hui?
J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des trucs. Et puis, continuez à kiffer. Le tennis, c'est quand même un sport génial et pas que le sport de niveau dans la vie, le sport plaisir. Et puis, on a besoin de vous pour aussi soutenir le développement de toutes les pratiques et d'aller remplir les stades en 2024. Voilà. Et bonne journée à tous. Éclatez-vous bien. Merci beaucoup, Michael, en tout cas, voilà, pour avoir accepté notre invitation. Et puis, on espère se voir bientôt, du coup, dans le cadre de Avec cette plaisir. pratique qu'on essaiera de mettre en place ensemble. À bientôt! À bientôt. Ciao.